Donc dans la continuité des Journées européennes du patrimoine, dont la thématique avait été organisée par la municipalité, qui était autour du protestantisme et du temple, le musée et l'Institut vendéen Clémenceau de Lattre ont décidé de rebondir sur ce sujet et de trouver des solutions pour présenter des illustres protestants nés soit à Mouilleron-en-Parais ou en tout cas très très proches. Nous avions un rendez-vous le 7 novembre qui a été annulé au sujet donc, des deux militaires, M. Kopenstein. Pour des raisons de santé, on ne pourra pas le recevoir le 7 novembre. Par contre, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir M. Éric Meyer, que je vais essayer de... Ah non, il faut que je fasse les remerciements avant. Il faut que je remercie Denis Vativel, qui est là, Vatinel, pardon, qui est là ou qui était censé être là. Et c'est grâce à lui que j'ai retrouvé votre adresse, en fait. Donc, M. Vatinel est conservateur du musée du protestantisme de l'Ouest à Bois-Tifray. Et puis, donc, je remercie la municipalité qui est représentée aujourd'hui par François de Gaillard, et puis l'Institut vendéen Clémenceau de Lattre, qui sont une association partenaire qui est très bien représentée aussi aujourd'hui, avec Mme Geneviève Vonneau, Jean-Paul Maviel, qui sont au premier rang. Donc, aujourd'hui, nous allons recevoir, et nous avons reçu, M. Éric Paul Meyer, qui est un historien, qui est l'auteur de différents ouvrages, une histoire de l'Inde. Il a dirigé le Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud. Il a été professeur d'histoire à l'Asie du Sud de l'INALCO, qui est l'Institut national des langues et des civilisations orientales, dont il a été le vice-président. Il a contribué à la création de BULAC, la Bibliothèque universitaire des langues et des civilisations, et il a aussi co-dirigé l'encyclopédie des historiographies Afrique, Amérique, Asie. Il se trouve que nous sommes dans l'actualité parce que la revue d'histoire diplomatique de septembre 2021 a publié un de vos articles qui s'appelle « La carrière tronquée d'Abel Chevalet, angliciste et diplomate ». Donc les choses étaient faites pour que ça se passe en septembre-octobre à Mouilleron-en-Parais. Et donc maintenant je vais vous laisser la parole. Je vous remercie. Donc je remercie le musée Clémenceau de Lattre et son secrétaire général, M. Bourrasso, de m'avoir invité à présenter le personnage d'Abel Chevalet, qui est le frère aîné, qui était le frère aîné de ma grand-mère, né comme lui à Mouilleron-en-Paris. Et puisque nous sommes dans la maison natale de Georges Clémenceau, nous commencerons cette histoire il y a juste 180 ans, à l'automne 1841. Comme vous le savez, Georges Clémenceau y est né le 28 septembre. Et le 17 novembre est célébré civilement à la mairie de Mouilleron, puis au temple de Mouilleron, le mariage de Jeanne-Marie Auger, issue d'une famille protestante de Mouilleron, servante au château de l'Aubray, donc au château des parents, des parents et grands-parents de Georges Clémenceau. Donc le mariage de Jeanne-Marie Auger, servante des Clémenceau, et de Jean-Pierre Balin, qui était lui aussi domestique au service des Clémenceau. Voilà, donc ça c'est le début de l'histoire. Donc je vais vous présenter ce début, les ancêtres Balin et Auger de la Réorte, voilà le château de la Réorte, au hameau de Reclus, où ce jeune couple est allé s'installer. Donc c'est un petit hameau au sud de Mouilleron, où il est allé s'installer après avoir quitté le service des Clémenceau. L'histoire continue avec 4 naissences, 4 enfants y naissent, mais la mère meurt en 1850. Et le 3e enfant, qui s'appelle Marie-Henriette Balin, est peu après le décès de sa mère accueilli par le pasteur de Mouilleron. Et sa femme, donc le pasteur de Mouilleron à l'époque s'appelle Benjamin Maffre, et son épouse qui s'appelle Héloïse, élève cette jeune fille, cet enfant en fait, elle est adoptée à l'âge de 5 ou 6 ans, l'élève et lui font donner une instruction primaire à l'école de filles protestantes de Mouilleron, et la destine à être institutrice. Mais à cette date-là, disons lorsqu'elle a une vingtaine d'années, un peu avant,
elle va faire la rencontre d'un Suisse qui s'appelle Charles Chevalet, qui est un jeune homme né dans le pays de Vaud, lui-même protestant, et qui était parti, qui rêvait de partir émigrer en Amérique avec son frère. L'un et l'autre étaient horlogers, et le jeune Charles Chevalet, dont vous avez ici l'attestation faite par son instituteur suisse, disant qu'il est un enfant intelligent et de bonne vie et mœurs, donc c'était une sorte d'introduction pour lui permettre de trouver du travail. Eh bien, ce jeune Charles Chevalet ne va pas aller jusqu'en Amérique, il s'arrête à Nantes, son frère devient horloger à Nantes, et lui-même devient horloger itinérant, et il va de village en village, en Vendée, pour réparer les horloges et les montres, spécialement de ses coreligionnaires protestants. Et c'est là qu'il rencontre la fille adoptive du pasteur de Mouilleron, et qu'ils se marient donc en 1867. Et en 68 naît leur premier enfant, qui est donc Charles Chevalet. Alors voilà, qui est donc non pas Charles Chevalet, mais Abel Chevalet, bien entendu. Donc voilà Charles Chevalet dans son horlogerie à Mouilleron, et son épouse Marie Balin, donc la fille adoptive du pasteur de Mouilleron. Voilà la maison sur la droite, vous voyez la maison qui existe toujours, rue Largetot, où habitait ce couple, et qui était donc une horlogerie. C'est la maison sur laquelle il y a des incrustations sur la façade, vous la verrez. Voilà, et sur la gauche, à l'arrière de la maison, vous avez une photo datant de 1899 de la famille Chevalet. Alors cette famille Chevalet, Charles Chevalet et Marie Balin ont eu 12 enfants. Mais sur les 12 enfants, seuls 5 ont survécu. La plupart sont morts en très bas âge. Et donc vous avez sur cette photo, qui est donc une photo relativement tardive, qui date de 99, Charles Chevalet, qui, si vous le voyez bien, est en train de lire le journal Le Temps. Le journal Le Temps est l'ancêtre du Monde. Et vous allez voir que Abel Chevalet, son fils aîné, est devenu journaliste au Temps. Vous avez à sa droite Marie Balin, à sa gauche la veuve du pasteur de Mouilleron, et puis donc les deux jeunes gens avec des chapeaux sont Abel Chevalet et son frère Élie. À droite d'Abel Chevalet, ma grand-mère Marguerite, et deux autres garçons, l'un qui s'appelle Louis Chevalet, qui deviendra l'un des fondateurs de la Sécurité sociale dans les années, à la fin des années 30, et Marc Chevalet, qui est devenu médecin. Voilà. Alors donc, dans cette famille, les parents ont reporté en fait leur ambition déçue, parce que la mère n'a pas pu être institutrice et le père n'a pas pu partir en Amérique. Ils ont reporté leurs ambitions sur leurs enfants, et notamment sur l'aîné Abel. Maintenant, donc, je vais évoquer la jeunesse d'Abel Chevalet, qui est une jeunesse assez caractéristique de ces jeunes gens de la Troisième République qui sont montés socialement par l'école. Il a d'abord été élève à l'école primaire de Mouilleron. Son père a voulu le mettre en apprentissage pour en faire l'horloger, son successeur, mais l'instituteur de Mouilleron a dit pas question, il faut qu'il continue. Il est donc allé à l'école primaire supérieure de Fontenay, de 75 à 84, puis il a été admis à l'école normale de La Roche-sur-Yon, l'école normale d'instituteur, où il est rentré premier, de 84 à 87, et après, eh bien, ceux qui en avaient les moyens poursuivaient leur carrière pour devenir professeurs des écoles normales. Donc il existait une école normale supérieure qui avait été créée à Saint-Cloud peu d'années auparavant et qui formait les professeurs d'école normale. Alors, je vais revenir sur ce point-là, mais d'abord, je vais vous montrer quelques photos d'Abel Chevalet dans sa jeunesse. Le voilà élève à l'école normale de La Roche-sur-Yon en 86, puis un peu plus tard, avec la moustache qui apparaît, élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud en 88, où il est entré également premier. Et donc, je vais vous dire quelques mots pour comprendre cette ascension sociale et cette carrière sur l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Alors, il s'agit d'un édifice scolaire primaire, c'est-à-dire que
contrairement à l'école normale supérieure de la Redule, que vous connaissez peut-être, et qui forme des professeurs des lycées, qui appartient, si vous voulez, à un système qui est le système secondaire. Le système primaire, le système d'enseignement primaire, est tout à fait distinct à l'époque. Donc Jules Ferry et ses aides l'ont développé, et au sommet de cette pyramide de l'enseignement primaire, il y a cette école de Saint-Cloud, qui a été créée par des intellectuels protestants, en fait, qui étaient dans l'entourage de Jules Ferry, notamment Ferdinand Buisson, Jules Steg, et un troisième dont je n'ai plus le nom en tête, mais que je vais retrouver. Donc ces personnages ont joué un rôle très important dans la mesure où ils ont cherché à développer un enseignement moderne. Alors que les écoles normales supérieures classiques enseignaient le latin, le grec, la philosophie, l'histoire ancienne, là on a une volonté de donner à la France de créer un terreau intellectuel où on enseigne les langues et où on enseigne la géographie. La préoccupation à l'époque est d'abord le sentiment que la France a été défaite par l'Allemagne parce que l'Allemagne avait un meilleur système d'enseignement que la France. C'est la conviction d'un certain nombre de personnes de l'époque. Et d'autre part, on est en pleine période d'expansion coloniale, et donc la géographie, tout ce qui concerne le vaste monde, intéresse beaucoup. Donc c'est dans cet esprit-là que Saint-Cloud est créé. Et l'intérêt est que cette école normale supérieure de Saint-Cloud offre des bourses à ses élèves pour aller faire des études à l'étranger. Ce n'est pas encore Erasmus, mais il y a des bourses en Angleterre et en Allemagne. Et donc, Abel Chavallet, qui est rentré premier à Saint-Cloud, il y avait une quinzaine d'élèves par année, pas des gros effectifs, va faire le choix d'aller en Angleterre. Il sollicite une bourse et il part en Angleterre. Ce départ en Angleterre, quand on pense que son père avait rêvé de partir en Amérique, vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant. Et quand on sait la place de l'Amérique dans l'histoire de Clemenceau, là aussi, il y a des rapprochements à faire. Donc, il part en Angleterre, il va y séjourner, il va y faire 2 séjours d'1 année, ce qui lui permet d'apprendre parfaitement la langue et de se passionner pour la littérature anglaise ancienne et récente, aussi bien Shakespeare que Edgar Poe. Et à partir de ce moment-là, il va devenir véritablement il va posséder une sorte de spécialité qui est rare à l'époque. Il y a assez peu de gens qui savent vraiment parler anglais. Donc il retourne en France. Il est nommé professeur dans plusieurs écoles normales, mais il ne va pas y rester longtemps parce qu'il y a une opportunité qui s'ouvre. Cette opportunité, c'est les colonies. En l'occurrence, ce n'est pas vraiment les colonies, c'est l'Égypte. Alors qu'est-ce que c'est que l'Égypte à l'époque? C'est un pays qui théoriquement dépend de l'Empire ottoman, mais qui de fait est devenu indépendant jusqu'au jour où les Français et les Anglais ont cherché à mettre la main dessus, parce qu'il y a le canal de Suez qui a été creusé peu de temps auparavant, parce que l'Égypte c'est la porte de l'Afrique orientale, et donc le résultat c'est que les Français se font évincer plus ou moins de l'Égypte, mais pas sur le plan culturel. Et donc la France crée un lycée franco-égyptien, le lycée Toufik, au Caire, et donc Abel Chavallet obtient d'y être nommé. Et il va y rester 2 années. Durant ces 2 années, il va nouer énormément de liens sur place, mais il va également développer son goût de la poésie. Donc je vous passe la parole pour lire quelques-uns des poèmes. Abel Chavallet. Donc voici Donc le premier texte vient du recueil de poèmes qui est intitulé Première étape en 1894. Donc comme vous le disiez, il vient de se faire connaître en publiant des articles sur l'enseignement des langues qui lui valent les palmes académiques, et donc il écrit son premier recueil de poèmes, et nous avons choisi un texte qui s'appelle L'hiver. La rue est noire et l'ombre est grise, et les maisons ont l'air sournois. Hélas, l'hiver, la froide bise,
le loup doit hurler dans les bois. Dans la grande ville au fond sévère, tombe la neige et le verglas. Je vois frissonner la misère et j'entends palpiter des glas. Au lac élégant on patine, on dîne au club hospitalier. Mais dehors la foule piétine, de la maison à l'atelier. Passant à la même attitude, tête penchée et coude au flanc, ils vont, traînant leur lassitude, sous l'hiver au grand manteau blanc. Un grand garçon passait, très pâle, chaque jour, toussant et pressé. Le vent soupire comme un râle. Ce matin, il n'est pas passé. La rue est noire et l'ombre est grise. Hélas l'hiver, hélas la bise. Le deuxième texte, donc il l'a écrit en 1896. Il a écrit 2 recueils de poésie quand il est en Égypte. Et il y a donc un recueil qui s'appelle Le 20 Exode et le deuxième qui s'appelle Stèles et Cipes. Nous avions choisi le texte qui s'appelle Soir du Nil. Avant de commencer, il faut simplement rappeler que l'Égypte, à cette époque, représente dans l'imaginaire européen et en particulier français l'Orient par excellence. Et il donne à ceux qui la connaissent un prestige tout particulier. Le texte Soir du Nil. La plaine est immense et sans bornes, le ciel est immense et sans fond, et l'ombre des minarets morne dans l'ombre du soir se confond. Pas un grain de sable ne bouge sur le sol gris prêt au sommeil, pendant qu'au bord du désert rouge disparaît le rouge soleil. Les lents chameaux rentrent en file, balançant leurs grands coups lassés, et sur les remparts de la ville, le cri du muezzin a passé. Les voiles blanches sur le fleuve glissent ainsi qu'un vol d'oiseaux, et le buffle noir qui s'abreuve s'attarde au murmure des eaux. Et voici que, sur toute chose, ainsi qu'un adieu souriant, flotte la transparence rose si douce au soir de l'Orient. Les murs blanchis, les blanches voiles, le fronton blanc d'une maison, les coteaux couronnés d'étoiles, encore tout blanc à l'horizon, tout est vêtu d'un rose tendre, si candide et si gracieux, que l'œil étonné croit attendre au lieu du soir, le jour aux cieux. Ah, puissiez-vous, soir de nos vies, moins agité que notre avril, finir dans ces douceurs ravies, comme un soir rose au bord du Nil. Il a 26 ans quand il... Il a 26 ans. Donc Abel ne va pas rester en Égypte, d'abord parce qu'il est atteint par la typhoïde. Il va être malade tout le reste de sa vie. Et d'autre part parce que, en fait, il y a des perspectives d'ascension sociale en métropole, en France, car durant sa période égyptienne, il a commencé à donner des articles au journal Le Temps, qui est l'ancêtre du Monde. Et ces articles ont attiré l'attention d'un certain nombre de personnages, de politiciens et de personnages célèbres. Et donc il va commencer une collaboration au journal Le Temps. Mais en même temps, comme il a parfaitement pratiqué la langue anglaise, voilà, comme il a parfaitement pratiqué la langue anglaise durant la période égyptienne, puisqu'on parlait anglais dans les salons des Occidentaux, des Européens en Égypte, eh bien, il se présente tout simplement à l'agrégation d'anglais, sans passer à la Sorbonne, sans faire aucune étude complémentaire, et il est reçu premier à l'agrégation d'anglais. Il est aussitôt nommé à Paris, au lycée Voltaire, et le voilà donc en 1900 au lycée Voltaire à Paris. Le lycée Voltaire qui avait été créé peu de temps auparavant pour créer un lycée, pour donner un lycée
au quartier est de Paris, qui était les quartiers populaires. Avant, il y avait de lycées qu'à l'ouest et dans le quartier latin. Et donc lui va être professeur au lycée Voltaire, et donc ce lycée Voltaire a été une sorte de pépinière de gens progressistes, d'enseignants progressistes, qui voulaient développer l'éducation populaire. Et donc c'est dans ce contexte-là que Abel Chevalet a été amené, avec un certain nombre de ses collègues, à former un groupe d'enseignants qui voulaient créer des cours du soir, qui voulaient développer les bibliothèques publiques. Et donc, à cette occasion-là, on va avoir un rapprochement intéressant avec Clémenceau. En fait, Georges Clémenceau et Abel Chevalet sont donc deux partisans de l'éducation populaire. Clémenceau souhaite une réforme des musées et propose de soutenir le projet de Gustave Geffroy en élargissant le propos de musée du soir. L'organisation de nos musées ne répond plus du tout aux besoins de la société. Le Louvre est un entassement d'objets de toute provenance qui vont de Michel-Ange à la saucière de Madame Thiers. Il est impossible pour le visiteur, qui ne dispose pas que d'un temps limité, de retirer quelque profit de son passage rapide au milieu des galeries encombrées de chefs-d'œuvre. Quand on pense que dans les temps modernes, la France est, de tous les pays du monde, celui qui peut se vanter du plus beau rayonnement d'art, il faut bien constater que le musée du Louvre ne donne qu'une idée ridiculement insuffisante des conceptions et des productions qui font notre gloire. L'administration des beaux-arts, souveraine pour empêcher de faire, se maintient superbement dans une routinière inaction. Il s'est créé dans nos palais nationaux de petits royaumes où de bons rois fainéants somnolent doucement à l'abri de tout regard. Les musées sont leur chose, et rien ne leur paraît si sot que de troubler leur paix au profit du public. L'idée de mettre en valeur les chefs-d'œuvre dont ils sont les gardiens, d'en tirer pour la foule quelques parcelles de leur pouvoir d'enseignement, leur paraît la plus ridicule du monde. Il n'est pas nécessaire de faire grand, tout d'abord. Cela est même en vérité contraire à l'esprit de l'institution qui veut, au lieu d'attendre le visiteur, le musée aille le chercher. Une ou deux grandes chambres d'un accès facile, 2 ou 3 gardiens, une bonne serrure, quelques ouvriers du grand meuble pour l'aménagement, 2 sergents de ville, une assurance, des précautions contre l'incendie, quelques lampes à incandescence. Voilà tout ce qu'il faut. Je tiendrai beaucoup pour ma part à ce que l'œuvre fût récréative, et elle le sera si on la fait vivante. Il ne me suffit pas que l'administration accroche des tableaux, plante des statues, exhibe des objets d'art, ce n'est que la moitié de la besogne. Ces tableaux expriment une sensation qu'ils ont la prétention de répercuter sur autrui. Ces statues ont quelque chose à dire, mais leur langage a besoin d'un interprète bienveillant, pour qui n'en possède encore que des éléments recueillis au hasard. Voilà pourquoi je réclame le guide bénévole, critique, artiste, ouvrier d'art, qui viendrait apprendre en enseignant. Quand on aura fait une visite au musée, on y voudra revenir. On voudra savoir ce que Degas ou Rodin peuvent avoir à dire. C'est un plaisir sans fin à mesure que les chefs-d'œuvre exposés se renouvellent. Car pour dire toute ma pensée, c'est moins des artistes proprement dit qu'il s'agit de former qu'un public. Le musée du soir, le musée parlant, musée chantant, peu à peu créera véritablement l'artiste, soit en l'aidant de façon directe, soit en préparant un public qui réagisse heureusement. Hélas, là comme partout, il y a une révolution à faire. Non pas une révolution tapageuse avec des coups de fusil et des proclamations, mais une révolution d'intelligence et de volonté. On nous propose les musées du soir, essayons.
sans déplacer la victoire de Samothrace, quoi de plus aisé que d'imiter ce qui se fait en Angleterre, où l'on promène des pièces de musée non seulement d'un quartier de Londres à l'autre, mais encore de ville en ville. Nos richesses d'art ne sont-elles pas la propriété de tous les Français? Pourquoi ne vont-elles pas à ceux qui ne peuvent venir à elles? Allons, vite, un premier rendez-vous au musée du soir. Abel Chevalet souhaite une réforme des bibliothèques et il propose un nouveau type de bibliothèque populaire qui n'est pas sans similitude à la pensée de Clémenceau sur le musée. Je demande une réorganisation complète des bibliothèques populaires. Une chambre haute, à moins que ce ne soit un cabinet noir, annexe de mairie, vestibule d'école, soupente de cercle, voilà dans nos provinces ce qu'est la bibliothèque. Il est tel chef-lieu de département qui avait, il y a quelque temps, la sienne sous un escalier. Quelques bibliothèques populaires dans nos grandes villes ont seul un local spécial. Encore, l'aspect extérieur en est-il rébarbatif? Ce qu'il faut donc, avant tout, une bibliothèque populaire au rez-de-chaussée sur la rue, avec une large vitrine et de grandes glaces très claires qui, le soir, jetteront largement, joyeusement dans la nuit, une lumière aussi invitante que celle du bar d'en face. Il faudrait encore de vastes portes, de béantes portes, toujours ouvertes sur la chaussée. Mieux même vaudrait, si l'on pouvait, pas de porte du tout. Mais rien ne servirait de modifier l'extérieur de nos bibliothèques populaires si l'on en changeait aussi l'administration. Elle est radicalement mauvaise. De nos livres acquis à grands frais, nous ne tirons pas l'instruction pour le délassement et la saine distraction du peuple, le quart de profit que l'on en pourrait tirer. À peine les avons-nous achetés, en effet, que nous les mettons sous clé. Nos bibliothèques sont des bureaux de prêt, pas autre chose. Les 3/4 au moins ne s'ouvrent qu'1 ou 2 fois par semaine, le reste du temps, les livres moisissent et sans poussière. Ce n'est pas assez d'offrir des livres. Il faut qu'on puisse lire sur place. Les tables sont-elles donc si rares et les lampes si coûteuses pour que nous puissions faire pour les bibliothèques populaires ce que fait pour ses clients le dernier des bistrots? Et ce n'est pas tout encore. La bibliothèque accessible, engageante, claire, garnie de sièges et de tables, peut encore rester vide si nous n'y offrons que des livres. C'est déjà prouvé qu'on a le goût pour la lecture que de prendre un volume et de l'ouvrir. Mais il ne s'agit pas seulement de satisfaire ce goût chez ceux qui l'ont. Nous devons l'exciter chez les autres. Il n'est qu'un instrument pour cela, c'est le journal, et principalement le journal à images. Ce ne sont pas des rangées de livres sur leurs rayons qui y suffiront, mais la gravure étalée, le fait du jour illustré, l'image qui mène à la légende et la légende qui mène à l'article. Je veux donc, dans la bibliothèque populaire de l'avenir, des journaux et des gravures. Donc, une salle sur la rue, aux portes toujours ouvertes, de la lumière le jour, des lumières le soir, la bibliothèque de près d'une part, le reste de la salle pourvu de sièges et de tables, enfin les journaux du jour ouverts sur des pupitres. Voilà, au minimum, ce que comporte la bibliothèque populaire de l'avenir. De l'intermittent bureau de prêt, borgne et quasi honteux, il faut faire dans chaque quartier comme une banque moderne, une banque du savoir, claire et gaie, porte battante. Ainsi pourrons-nous renouveler l'institution languissante et lui faire produire son maximum d'effets utiles. J'ajouterai à ce texte magnifique le discours que le même Abel Chevalet, devenu professeur au lycée Louis-Grand, il a été muté à Louis-Grand, donc
le plus grand lycée parisien, a prononcé devant les lauréats du concours général en 1903. Voilà ce qu'il leur dit. « Soyez les premiers à saluer, non point avec résignation, mais avec empressement, l'ascension lente du peuple au monde de l'intelligence. Proscrivez tout esprit de privilège. Je sais bien qu'il faut à tous les temps, à tous les pays, des hommes qui s'élèvent au-dessus de leur temps et de leur pays pour le diriger ou pour le contredire. Mais ce n'est point une telle élite que je salue d'avance en vous. L'esprit souffle où il veut. Les élites humaines, Dieu merci, ne se forment point seulement à l'école. Et pour tout dire, nous avons bien assez de préparer des hommes sans nous mettre en peine de surhomme. » Et élu juste après président de l'amicale des anciens élèves de Saint-Cloud, il prononce l'attention de ses anciens camarades et des élèves de Saint-Cloud dans les années 1904, un grand discours dont j'extrais une petite partie. L'ancien élève de Centrale, de Polytechnique, de la rue d'Ulm, de l'Institut agronomique est tout sauf exception dès sa naissance de cette grande société d'intérêt commun, ou tout au moins de relations communes, qui s'appelle la bourgeoisie française, alors que nous sommes venus au monde aussi nus que la terre nue, sur la terre nue que l'homme primitif. Dans les maisons de paysans et d'ouvriers, où nous sommes nés entre la charrue et l'établi paternel, lequel de nous a vu se pencher sur son berceau, fût-ce l'ombre propice d'un commis? Combien d'entre nous, malgré ce presque travestissement de l'égalité et de la gratuité de l'instruction qu'on appelle le système des bourses, combien d'entre nous ont pu commencer leurs études sur le même pied et de la même façon que le reste de la hiérarchie administrative où nous sommes maintenant engagés? Vous voyez qu'il prend des positions extrêmement radicales. Mais en même temps, Abel Chevalet est devenu une des plumes du journal Le Temps, et en particulier du fait de son expérience égyptienne et de sa connaissance de la langue anglaise, il se voit confier une partie de la rubrique de politique étrangère. À l'époque, au Temps, il y avait un de ses prédécesseurs qui s'appelait Francis de Pressensé, qui est assez connu puisqu'il est devenu le premier président de la Ligue des droits de l'homme et qu'il a fini comme député socialiste du Rhône. Donc ce Francis de Pressensé, qui était lui aussi protestant, d'origine protestante, le Temps était un journal qui était largement dirigé par les protestants de l'époque, eh bien Francis de Pressensé va être le mentor d'Abel Chevalet et va lui laisser une partie de la rédaction de la politique étrangère. Sur ces entrefaites, nous sommes aux alentours de 1903-1904. Comme vous le savez, la France, la diplomatie française était en rivalité avec la diplomatie britannique, notamment autour de la question d'Égypte, mais aussi plus généralement en Afrique. Et au moment de la guerre des bourgs qui a ensanglanté l'Afrique du Sud, qui a opposé les colons d'origine hollandaise sud-africains au gouvernement britannique du Cap, bien, beaucoup de Français voulaient prendre parti pour le président Kruger, qui était le président de l'État indépendantiste bourg d'Afrique du Sud. Et finalement, il n'y a pas eu de risque véritablement de guerre, mais il y a eu à l'époque un rapprochement entre l'Allemagne et la France, puisque l'Allemagne était aussi favorable au président Kruger. Et c'est dans ce contexte-là que Abel Chevalet va intervenir et va multiplier les articles dans le journal Le Temps pour essayer de pousser à un rapprochement franco-anglais. Ce rapprochement va être réalisé par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelle Delcassé, et qui signe un accord avec le gouvernement anglais autour de la question, essentiellement autour de la question des colonies. C'est un accord de troc, en quelque sorte, l'Angleterre laissant les mains libres au Maroc, à la France. Et donc, Abel Chevalet est connu de Théophile Delcassé, et c'est à cette occasion-là que Théophile Delcassé va proposer à Chevalet d'entrer dans la diplomatie.
Entre-temps, je remonte un tout petit peu en arrière, entre-temps, Abel Chevalet avait épousé la fille du doyen de la faculté de théologie protestante de Paris, Auguste Sabatier, et que vous voyez sur cette photo, avec donc ses deux filles. Et le frère cadet d'Abel Chevalet, Élie, avait épousé l'autre fille du pasteur Sabatier. Donc tout ceci en 1900. Alors donc je vais réavancer un petit peu dans le temps. Voilà la famille Chevalet à Mouilleron en 1902, toujours dans cette même maison. Il y a un bébé qui est né, qui est la fille d'Abel Chevalet. Et voilà donc maintenant Abel Chevalet lancé dans le journalisme, puis dans les diplomaties. Alors c'est passé d'abord par le fait qu'il a écrit la première biographie de la reine Victoria, publiée en français 1 an après la mort de la reine. Ce livre a été un best-seller à l'époque, donc vous en voyez la reproduction de la table des matières ici. Et cette biographie de la reine Victoria, qui est une biographie assez critique en fait, mais dans laquelle il y a quand même, Abel Chevalet montre son admiration pour le système parlementaire britannique, au-delà du maintien de la monarchie. Eh bien, c'est cette biographie de la reine Victoria qui le fait encore plus connaître, et donc Delcassé va lui laisser entendre qu'il pourrait le nommer diplomate. Mais les choses traînent en longueur parce qu'en fait, au Quai d'Orsay, le profil d'Abel Chevalet n'est pas forcément très apprécié. Le Quai d'Orsay est encore un lieu où domine très largement une aristocratie assez souvent catholique, et en tout cas qui voit assez mal ces nouveaux venus, ces intrus. Mais Abel Chevalet est quand même soutenu par quelques diplomates, notamment quelques diplomates d'origine protestante. Et finalement, il est nommé à la fin de 1900, au début de 1905, il est nommé non pas ambassadeur parce que l'Afrique du Sud n'est pas indépendante, mais consul général à Pretoria, puis à Johannesburg, où il va donc représenter la France auprès d'une administration qui est encore une administration coloniale britannique, mais dans laquelle les Britanniques sont déjà en train d'accorder des pouvoirs considérables aux descendants des Boers vaincus. Et la personnalité d'Abel Chevalet est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'en fait, ses origines protestantes le rapprochent des Boers. Les Boers sont des calvinistes. Et puis, ses liens avec l'Angleterre font qu'il n'apparaît pas comme une sorte de représentant de gens qui auraient critiqué l'Angleterre. Durant ses années de journaliste, là il va complètement abandonner le journalisme à partir de 1905, durant ses années de journaliste, il a reproduit beaucoup d'articles, il a traduit des articles, notamment des articles de Winston Churchill, qui était à l'époque, qui était correspondant de guerre au moment de la guerre des Boers. Voilà, donc il est consul général à Pretoria, où sa fonction est d'ailleurs une fonction qui n'est pas très politique. Le voici donc avec sa famille. Bon, c'est vraiment un changement assez complet d'orientation. Il conserve certainement ses convictions radicales, mais il est quand même amené à jouer le jeu de l'ambassadeur. Et il en est fier. Ceci dit, sa carrière diplomatique, dans son côté, si vous voulez, dans la mesure où cette carrière a joué un rôle important dans la diplomatie française, cette carrière ne devient vraiment visible qu'à partir du début de la guerre de 14. Un peu avant la guerre de 14, en 1911, il a été nommé directeur d'Amérique au Quai d'Orsay. Donc le Quai d'Orsay est organisé en départements régionaux, et donc il y a une direction d'Asie, une direction d'Amérique, une direction d'Europe, plusieurs directions d'Europe, une direction d'Asie. Donc il est directeur, à l'époque on dit sous-directeur d'Amérique, et là il fait la connaissance d'un certain nombre d'hommes politiques comme Gabriel Hanotaux, qui va jouer un rôle dans la suite de l'histoire. En janvier 1914, il est nommé ministre plénipotentiaire à Christiania. Alors le titre de ministre plénipotentiaire
et l'équivalent de ce qu'on dirait aujourd'hui ambassadeur, mais simplement c'est un grade juste au-dessus. Il est nommé à Christiania, et donc c'est l'ancien nom d'Oslo, Christiania, donc en Norvège. Ce poste est un poste dans un pays qui n'est pas un grand pays, mais qui a une importance stratégique évidente. Évidente notamment en 1914. D'abord parce que la Norvège est sur la route qui permet d'aller de la Grande-Bretagne vers la Russie. Or, dans le cadre des alliances de l'époque, bien, la France, la Grande-Bretagne et la Russie tsariste sont alliés. Et donc, en cas de guerre avec l'Allemagne, il est évident que la communication ne peut se faire que par le nord, ou éventuellement par le sud, par la Méditerranée. Mais donc, le poste de Christiania est important. L'autre importance du poste de Christiania, c'est que la Norvège, qui a déjà une industrie hydroélectrique, produit des nitrates. Et que les nitrates sont un composant essentiel non seulement des engrais, mais aussi des explosifs. Et donc le rôle d'Abel Chevalet en Norvège va être d'empêcher les industries produisant des nitrates d'exporter vers l'Allemagne. Or, l'industrie en question, qui s'appelle Norsk Hydro, est une industrie à capitaux français. Et c'est là qu'un certain nombre de problèmes pour Chevalet vont se nouer. En effet, durant les années précédentes, notamment lorsqu'il était responsable au Quai d'Orsay, il avait fait une série de notes à l'intention de ses supérieurs dans lesquelles il critiquait de façon extrêmement résolue les alliances de capitaux entre les capitaux français et les capitaux allemands. Et on sait qu'avant la guerre de 14, il y avait beaucoup d'entreprises franco-allemandes, ou plutôt d'entreprises qui utilisaient les capitaux français, car la France était très riche en capitaux à l'époque, et qui utilisaient les technologies allemandes. Donc là, il critiquait ce genre d'alliance dans la mesure où il prévoyait le risque de guerre. Le risque de guerre, il l'a prévu très tôt. Dans un entretien qu'il a eu avec mon grand-père, et que donc j'ai gardé les cornets de mon grand-père, et donc c'est noté, dès 1904, il dit qu'il est certain que la guerre va éclater entre la France et l'Allemagne. Donc là, on a des positions très claires de quelqu'un qui va faire tout pour, disons, donc il est nommé en janvier 14, c'est avant le début de la guerre, mais il va faire tout pour essayer d'empêcher l'Allemagne de pousser ses pions en Scandinavie. Et il faut savoir qu'à l'époque, la Suède était très proche de l'Allemagne. Et qu'au sein du gouvernement norvégien, et surtout au sein de la diplomatie norvégienne, il y avait beaucoup de gens qui étaient d'origine allemande d'ailleurs, parce qu'il y a une aristocratie de la mer Baltique qui est des deux côtés de la mer. Et il y a également, disons, des liens d'affaires étroits entre les banques allemandes et les grandes affaires suédoises, notamment celle de la famille Wallenberg, qui est l'une des plus puissantes familles, mais qui est en même temps une famille qui a donné des diplomates et des politiciens et des hommes politiques à la Suède. Voilà, et donc durant les années 1914, enfin à partir de juillet 1914 et jusqu'en 1918, Abel Chevalet va travailler à cette alliance de plus en plus étroite entre la France, l'Angleterre et les milieux norvégiens qui étaient francophiles pour un certain nombre d'entre eux, notamment les milieux plus populaires. Mais il va se trouver confronté à des difficultés au niveau du Quai d'Orsay. Alors ces difficultés, elles sont liées tout simplement au fait qu'au Quai d'Orsay, il y a, disons, pour simplifier les choses, deux tendances majeures. L'une qui est incarnée par Aristide Briand et qui envisage la possibilité d'une paix blanche ou d'une paix avec très peu, enfin d'une paix de compromis, et ceux qui vont suivre Clémenceau, mais ce n'est pas que Clémenceau,
et qui sont partisans d'une victoire totale. Abel Chevalet est visiblement du côté Clemenceau, et dans sa hiérarchie, il y a un certain nombre de partisans d'une ligne très différente, notamment le secrétaire général du Quai d'Orsay de l'époque, qui a été ambassadeur de France en Allemagne, et qui lui-même est très proche d'un certain nombre de milieux qui ne sont pas vraiment des milieux pacifistes, mais des milieux qui envisagent une paix de compromis. Donc Abel Chevalet, au contraire, va pousser à une... disons, dans son petit domaine, il n'a pas un pouvoir énorme lui-même, mais dans son petit domaine, il va pousser à une solution, disons, à une guerre totale. Et là, on le voit sur une photo avec Albert Thomas, qui est ministre de l'Armement, à Christiania en 1917. Et ça va nous amener à parler en 2 mots de l'année 1917. Voilà une lettre d'Abel Chevalet à Albert Thomas, que j'ai retrouvée dans les archives. Donc, ça va m'amener à dire 2 mots de l'année 1917, qui est, comme vous le savez, l'année cruciale de la guerre. Et en 1917, eh bien, comme vous le savez, la Russie tsariste s'effondre. Et donc, l'alliance, la triple entente s'effondre de ce fait. Mais en même temps, les États-Unis entrent en guerre. Et cette entrée en guerre des États-Unis, qui est préparée et qui est justifiée aux yeux de l'opinion publique américaine par la guerre sous-marine menée par les Allemands, eh bien, elle se fait dans un contexte où la Norvège est très importante. Puisque la Norvège est à l'époque la plus grande flotte de navires de commerce neutres. Et c'est en fait les navires de commerce norvégiens qui transportent soit vers l'Allemagne, soit vers la France et l'Angleterre, l'essentiel de ce qui est produit, notamment en Suède et en Norvège. Donc tout ceci fait que Abel Chevalet est un petit peu au premier plan, et donc il se démène en fait pour essayer de pousser à disons, à une formule qui serait une formule de remplacement de cette Russie tsariste qui s'effondre par une alliance qu'il appelle l'Alliance océanique ou l'Alliance atlantique. Et c'est un des premiers à avoir employé ce terme-là, qui va évidemment connaître par la suite, dans des circonstances différentes, un succès important. Je vais vous lire un petit texte qui était tiré d'une lettre personnelle qu'il a adressée à Gabriel Hanotaux, qui a été ministre des Affaires étrangères bien avant, à la fin du XIXe siècle, mais avec lequel il est en contact assez régulier. Et donc il parle de l'entrée en guerre qu'on est en train de pressentir, mais qui n'est pas encore faite. C'est en février, on est en février 1917, de l'entrée en guerre des États-Unis. C'est peut-être, écrit-il, l'événement le plus favorable pour les Alliés qui se soit produit depuis le début de la guerre. Comment allons-nous l'utiliser? Vous avez là, mon cher président, Hanotaux a été président et il est académicien à l'époque. Vous avez là, mon cher président, une occasion nouvelle d'être bien utile au pays, car c'est aux historiens, quand ils sont aussi des hommes politiques, et Hanotaux était historien, qu'il appartient de savoir, de prévoir, de pouvoir. Ce n'est point à vous qu'il faut rappeler, par Salamine, Axiom, et l'Armada, et Trafalgar, que les tyrannies continentales peuvent et doivent être vaincues par la mer, sur la mer. Mais la domination navale ne s'exerçait jusqu'à présent que par et pour l'Angleterre, contre quoi il était facile d'exciter les neutres et de les grouper. Nous-mêmes pouvons nous demander si nous ne risquons pas pour la génération future une tyrannie maritime au lieu d'une tyrannie militaire. Comme en tant d'autres circonstances, les Allemands nous servent. C'est eux qui deviennent définitivement la terreur des mers. Une domination conjointe des océans s'impose maintenant pour forcer la paix, surtout pour la maintenir. C'est à ce point de vue que l'entrée des États-Unis dans notre alliance serait une grande chose, même s'il fallait leur concéder l'hégémonie qu'ils ont déjà, en droit comme en fait, sur le Nouveau Monde. Ni les alliés de l'Angleterre, ni les neutres n'auront plus à redouter la suprématie navale de la Grande-Bretagne, s'ils en partagent et s'ils en déterminent l'exercice,
avec les puissances du nouveau continent. Ce serait l'instrument de la paix mondiale si nous savions l'organiser. L'ensemble de nos flottes pourra être la police internationale de l'avenir, au service du droit restauré. Au lieu d'une sainte alliance commerciale, au lieu d'une sainte alliance continentale et absolutiste, avec des armées de citoyens ou des armées de métiers également dangereuses, on peut imaginer une alliance océanique, gardienne des détroits et des passages, n'ayant pour armes que des vaisseaux et des filets d'acier pour garantir la paix du monde durant les prochaines décades, même s'il le fallait, contre une défection de la Russie. Vous me pardonnerez, Monsieur la Présidente, c'est échappé. Vous savez que ce n'est pas toujours l'imagination qui a tort et qu'on ne fait rien sans elle. Je vous écris d'ailleurs en présence d'une magnifique aurore boréale où l'azur se découvre derrière le sang et le feu. Vous voyez le style du personnage. Eh bien, ce texte est un peu prémonitoire, mais ce qui est aussi prémonitoire, c'est qu'il écrit à des amis, et notamment à son beau-frère, mon grand-père, sur l'Allemagne et sur la population allemande qui, craint-il, est prête à se laisser entraîner aux pires excès. Et il écrit au début de 1914. Alors, que s'est-il passé par la suite? Eh bien, l'année 1917 est une année durant laquelle Abel Chevalet va s'épuiser. Il est malade plus. Il soigne ses maladies avec la morphine, ce qui n'arrange pas forcément les choses. Et il va perdre la confiance d'un certain nombre de ses supérieurs, mais aussi de quelques-uns de ses subordonnés. Et à la fin de 1917, il a ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out. Il n'arrive plus du tout à... il n'arrive même plus à écrire, en fait. Mon grand-père dit qu'il n'arrive plus à signer ses lettres. Et il va demander sa mise en congé qu'il obtient au printemps 1918, à un moment même où en fait la stratégie qu'il appelait de ses voeux est mise en œuvre par Clemenceau, puisque Clemenceau est devenu président de conseil à la fin de 1917 et que l'année 1918 c'est l'année de la victoire. Bon, Abel Chevalet ne verra pas la victoire en étant en Norvège, il est retourné en France, il se soigne, et il va être mis en congé du corps diplomatique, mais il obtiendra en 1920 une mission de courte durée à Lunstein, à l'occasion du plébiscite qui est organisé pour décider du sort d'une partie de la Prusse orientale, pour savoir si elle doit revenir à la Pologne ou si elle doit être maintenue entre les mains de l'Allemagne. Puis il va être nommé quelques mois plus tard haut commissaire de France au Caucase, à Tiflis, en Géorgie, mais c'est très peu de temps avant la prise de pouvoir par les soviets de la Géorgie. Donc il quitte la Géorgie et il arrête complètement sa carrière politique, sa carrière diplomatique, pardon, en 1922. Alors il aimerait pouvoir être encore, il aimerait qu'on lui donne encore un poste, mais il se heurte à une sorte de mur dont on ne sait pas très bien si c'est lié à son état de santé, qui est certainement pas très bon, ou aux inimitiés qu'il s'est faites au Quai d'Orsay, car, comme vous le savez, à partir des années 1920, c'est plutôt Briand qui, disons, c'est plutôt la tendance incarnée par Briand, qui va être au pouvoir dans la politique française d'après la guerre. Et Clemenceau, donc lui... alors, quels sont les rapports d'Abel avec Clemenceau? Ça, je ne peux pas vraiment vous répondre, car je n'ai retrouvé aucune lettre et aucun document. Mais je sais de tradition familiale qu'il est allé quelquefois à l'ouverture de la chasse avec Clemenceau. Bon. Donc, toujours est-il que la carrière d'Abel Chevalet se termine, mais sa carrière littéraire, sa carrière diplomatique est terminée, mais sa carrière littéraire n'est pas terminée,
puisqu'il se met à écrire pour des journaux français et anglais et américains, des articles de critique littéraire, puisqu'il a introduit en France un certain nombre d'écrivains peu connus de la période shakespearienne. Il traduit aussi quelques pièces de Shakespeare et qu'il prépare un dictionnaire français-anglais pour Oxford, qui paraîtra après sa mort. Il n'est pas pareil avec son épouse, et ce dictionnaire paraîtra après sa mort. Sa mort est une mort prématurée. L'année 33 a été dramatique pour lui, puisqu'il a perdu sa fille au début de l'année 33. Le même mois, Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Vers le mois de septembre-octobre 1933, son fils se marie, mais s'éloigne de son père. Son fils, c'est le mathématicien Claude Chevalet, l'un des fondateurs du groupe Bourbaki. Et pour finir, Abel Chevalet s'effondre, victime d'une crise cardiaque, dans son village de Chancé, du côté d'Amboise, dont il était maire d'ailleurs, donc à la fin de l'année 1933. Le seul livre qui les fait connaître jusqu'à nos jours, c'est La Bête du Gévaudan, dont on va vous lire quelques extraits, mais c'est un livre qui est paru bien après sa mort. Donc publié en 1936, La Bête du Gévaudan, son seul roman apparemment, a joué un rôle non négligeable dans la diffusion de la légende de la Bête du Gévaudan. En 1764, j'avais 16 ans et n'avais jamais quitté le Haut-Gévaudan. Je n'étais plus un drôle, comme on dit chez nous, en parlant des enfants. Je passais la plupart de mes journées au pâturage, même l'hiver. Tout le reste de l'année, vaches, chevaux, moutons et chèvres étaient au pâturage, gardés par les enfants. Les sommets sont achetés, saupoudrés de petits bergers et de pastorelles. Il y en a partout. Nous vivions donc là, tranquilles, quoique mal vêtus et mal nourris, ignorant tout bien-être. Mais souffre-t-on de ne pas avoir ce qu'on ignore? Un verre de vin, une once de cassonade, un mouchoir de couleur, tels étaient nos luxes. Nos pères nous parlaient bien des massacres, pillages et incendies et autres méfaits commis par les camisards noirs ou les huguenots, et aussi par les camisards blancs ou les cadets de la Croix. C'est alors que la bête apparut. Dans les premiers jours de juin 1764, une femme avait été attaquée pendant qu'elle gardait ses vaches par une bête sauvage. Au commencement de juillet, une jeune fille avait disparu. On retrouva son cadavre en partie dévoré. Puis ce fut une succession d'horreurs. La bête n'était pas seulement sauvage, féroce, immonde. Elle était rapide comme le vent, et comme le vent, insaisissable. C'était peut-être le diable. Ce dimanche-là, les prières furent dites dans notre église. Nous demandâmes à Dieu de nous protéger, la Sainte Vierge de nous secourir. Nous fîmes le signe de croix sur nos baïonnettes rustiques. Ce soir-là, mon père, au coin du feu, nous parla sérieusement. Désormais, vous ne sortirez qu'ensemble. Tes deux sœurs, ton petit frère et toi, Jacou. N'allez pas trop loin dans la montagne. Évitez le bord des bois. Laissez plutôt dévorer une chèvre ou un mouton s'il le faut. Si vous êtes attaqué, n'hésitez pas. Un signe de croix d'abord. Et puis voilà mon gros sifflet. Il porte à 1000 pas quand le vent y est. Siffle fort, Jacou. Je ne serai jamais très loin. Comme mon père finissait de parler, le cousin Jantou arriva, essoufflé, les yeux hors de la tête. « La bête est là !» cria-t-il. La veille, un garçonnet de 12 ans avait eu la peau du front et le derrière du crâne emporté. À quand notre tour? Le royaume entier savait notre grande épreuve et se passionnait pour cette mystérieuse affaire. La Gazette de France, organe officiel du roi et du royaume, ne s'imprime que sur un feuillet faisant 4 pages, 8 colonnes. À partir du 23 novembre inclus, en 1764, la bête du Gévaudan eut soudain les honneurs d'une colonne, autant à elle seule que le roi, sa cour, les parlements, les nouvelles de guerre ou de paix dans le monde entier. Une bête farouche qui a déjà dévoré une vingtaine de personnes, surtout des enfants, et particulièrement des jeunes filles.
Ce n'est que depuis 8 jours qu'on a pu la voir de près. Le redoutable animal est beaucoup plus haut qu'un loup, bas du devant, ses pattes sont armées de griffes, il a le poil rougeâtre, la tête fort grosse. Le dos rayé de noir, une gueule énorme armée de dents si tranchantes qu'il a séparé plusieurs têtes du corps comme aurait pu le faire un rasoir. Une battue monstre eut lieu le 7 février. 73 paroisses du Gévaudan, 30 d'Auvergne et du Rouergue. En tout, 20 000 paysans y participèrent. Le 11 février, autre grande chasse générale, mêmes effectifs que le 7. Toute la population d'une province mobilisée pour la seconde fois en 4 jours. Une semaine infernale de fatigue, aucun résultat. Le 1er mars, c'est à moi que la bête fit l'honneur d'une visite. Je gardais nos 2 vaches et nos 2 chèvres avec les moutons. Jeanne était avec moi sur une grosse roche éboulie. Elle venait de descendre vers la droite. J'avais allumé un petit feu à l'abri de la roche, du côté bas. Est-ce le long de ce talus qu'arriva la tueuse? J'entendis un cri déchirant. À côté de moi tombèrent pêle-mêle Jeanne, les jambes en l'air, et une masse velue accrochée à Jeanne. Je fus culbuté et me relevé. Mon paradou était resté sur la roche. Je me ruai sans armes sur le paquet tourbillonnant que faisait la tueuse et sa victime. Il est poussé contre la roche. La bête se trouva ainsi pressée contre les tisons ardents. Elle poussa un hurlement, lâcha prise et s'enfuit vers le bas en pataugeant. Tout cela s'était passé en quelques secondes. Je tirai Jeanne par les pieds. Son jupon brûlait. Elle avait 2 trous sanglants derrière les oreilles, une déchirure à l'épaule et elle était évanouie. Quand je me retournai, la bête avait disparu. Je ne saurais la décrire, l'ayant à peine vue. Jeanne resta des semaines dans une torpeur fiévreuse, sans bouger ni parler. Elle ne recouvra la mémoire et la parole que longtemps après. Depuis les événements que je raconte, plus de 50 années ont passé. J'ai beau en avoir été témoin à l'âge où les impressions sont particulièrement vives et la mémoire tenace, j'ai beau m'être trouvé au plus chaud de l'affaire, il est probable que je déforme inconsciemment mes souvenirs. Je ne suis qu'un vieil homme qui sans doute radote en racontant. Il me semble bien pourtant que la chronique de la bête du Gévaudan, telle que je l'ai trouvée dans les gazettes, est une caricature de la réalité. Je voudrais simplement terminer en remerciant beaucoup pour ces lectures notre ami. Je voudrais simplement terminer en vous disant que ces documents et tout ce que j'ai pu vous dire sur Abel Chevalet sont le fruit d'une recherche dans des archives qui sont les archives diplomatiques qui sont conservées à la Courneuve, et par le plus grand des hasards, des papiers personnels d'Abel Chevalet qui avaient été dispersés parce qu'en fait ses descendants, son fils Claude Chevalet ne s'est pas beaucoup intéressé à ces questions-là. C'était un grand mathématicien, mais il n'était pas du tout porté sur l'histoire du rôle qu'avait joué son père. Tous ces documents ont été dispersés apparemment et se sont trouvés en vente chez un libraire de Tours, qui les a vendus à un collectionneur, lequel collectionneur les a légués à son neveu, et lorsque le neveu a vu qu'il y avait là les copies de lettres d'Abel Chevalet à toute une série de personnages assez connus de la Troisième République, a décidé de les léguer aux archives diplomatiques, où ils sont arrivés seulement en 2009. Moi, j'ignorais totalement l'existence de ces papiers. Je ne savais pas grand-chose de l'histoire de mon grand-oncle, et c'est en me plongeant dans ces papiers que je suis arrivé à reconstituer cette partie de sa carrière qui est son rôle en tant que diplomate, bien entendu. Les autres parties de sa carrière étaient mieux connues. Voilà, écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés et je suis ouvert à toute question éventuelle.